Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de mon retour sur la saga Mission Impossible. Et commençons sans plus tarder avec l'excellent Protocole Fantôme. Quel plaisir de suivre une saga qui respecte ses personnages. Si, pour des raisons que je ne m'explique pas encore tout à fait, j'ai su être réceptive à une autre très longue saga qui, elle, flirtait largement avec le nanar, ici, l'attachement qui se crée avec les missions impossibles se révèle beaucoup plus pragmatique, mais tout aussi fort, même plus. Nous retrouvons donc ici Ethan Hunt, agent secret redoutable, toujours, mais très humanisé, juste comme il faut pour qu'on suspende sans souci son incrédulité lorsqu'il fait des dingueries à l'écran. Si ses compétences impressionnent toujours autant, l'investissement de Tom Cruise dans les cascades aidant à cela, c'est donc aussi un être sensible qui nous est présenté. Le simple fait qu'Ethan connaisse la peur et qu'on le voit concrètement à l'écran rend ses actions tout de suite plus galvanisantes et l'attachement qu'on lui porte plus concret. C'est aussi un homme capable d'aller très loin pour protéger les siens, comme on le voit ici avec sa femme. Et plutôt que de nous tartiner un mélo qui prendrait trop de place, la scène de fin, toute simple et tout en regard, nous fait comprendre que Julia et lui sont en parfaite entente, se comprennent, et qu'elle le respecte malgré la douleur d'être séparés. Quant au rôle secondaire, si on pouvait légèrement craindre le pire avec Benji au début de la scène du Kremlin, le personnage ne fait qu'effleurer son statut de comic relief juste assez pour apporter un brin de légèreté, mais sans jamais devenir assommant, ce qui le rend attendrissant et bienvenu au milieu des enjeux très sérieux qui parcourent le film. Enjeux parfaitement établi en début de film avec le flashback explicatif sur la mission ratée de notre bon vieux Sawyer. Notons d'ailleurs que cette courte apparition, en nous rappelant le charisme que dégage Josh Holloway à l'écran, fait se demander encore et toujours pourquoi la carrière de ce dernier n'a pas plus décollé que ça après Lost. Mais passons. Quant à sa partenaire, Jane, elle intègre sans souci l'équipe d'Ethan, armée d'un objectif très clair qui nous rend prompt à une empathie immédiate. A noter qu'il est quand même assez étonnant que ces deux rôles n'aient pas été incarnés par les personnages de Jonathan Rhys-Meyers et de Maggie Q du précédent volet. Le choix semblait pourtant évident pour plus d'investissement dans leur histoire, mais peut-être que des soucis de disponibilité ont rendu ce choix de casting impossible. Dommage. Du côté de l'action, on est largement servi avec la scène vertigineuse sur les parois du building à Dubaï, ou encore l'infiltration du Kremlin avec ce passage tout en silence, tendu au possible, lorsqu'il faut franchir le couloir du garde. Et si le procédé pour franchir celui-ci peut sembler un peu trop technologique au premier abord, c'est oublier que ces films, eh bien, contrairement à la concurrence, ils n'ont pas oublié que c'est ce qu'ils sont. Des films, pas des épisodes de séries télé. Ils se doivent donc d'être constamment renouvelés et ne peuvent pas se contenter de resservir la même sauce à chaque fois. Après 3 films, Protocole Fantôme est donc en droit de pousser un petit peu les curseurs et de tenter de nouvelles approches. Et par exemple de nouveaux gadgets, et il est difficile de lui en vouloir. D'autant que le film apporte un soin tout particulier à désamorcer beaucoup de ses effets, juste comme il faut, pour que l'on reste collé au sol, loin de la pure et simple science-fiction. Ainsi, l'écran d'invisibilité finit par bugger, les gants ventouses par tomber en panne, l'imprimante 3D des masques a dératé, et même la lentille high-tech peut assez facilement trahir son porteur. Tout ceci permet de garder les personnages au cœur de l'action et de ne pas les faire trop dépendre de leurs gadgets. Ce sont leurs compétences avant tout et leur capacité d'improvisation qui les rend si efficaces, pas leur aptitude à appuyer sur des boutons. Pour le reste, notons quelques idées très sympas, telles que la bonne vieille évasion de prison, le générique à la James Bond, l'aide inattendue du ministre qui renverse les codes habituels sur le traitement des agents renégats, ou les tours de passe-passe visuels lorsque Ethan et Brandt se fondent dans le décor sans même qu'on le remarque. Astuce qui nous met à la place des victimes de leur méthode de dissimulation, très efficace donc et propre à des agents entraînés. Bref, hormis le dernier arc en Inde qui souffre peut-être légèrement d'un rythme en dents de scie, ou encore la course à la mallette qui frôle un tout petit peu le gag à la Benny Hill en étant un peu tatillonne, Protocole Fantôme est un spectacle de grande ampleur qui fait un bien fou et qui, malgré ses ambitions claires de divertissement, s'emploie toujours à respecter ses spectateurs.
Il récupère tous les bons points des 3 films précédents, comme l'énergie du 3e ou le côté polar du premier. Il en élimine les défauts, comme la déshumanisation d'Ethan du 2e ou la colorimétrie un peu trop baveuse du 3e, puis il mélange le tout et propose ainsi une aventure riche, efficace, collée au sol et légère, mais sans jamais se moquer d'elle-même et de son public. Et ça fait un bien fou au milieu des blockbusters estivaux habituels. En somme, on démarre très bien la seconde moitié de la saga. Et voyons tout de suite si cette ambition est confirmée dans l'épisode suivant, Rogue Nation. Bon, une fois de plus, c'est plutôt très bon. On reste globalement sur un équilibre assez parfait entre le thriller et le divertissement. Un grand méchant ultra louche grâce à un casting étonnant mais qui fonctionne très bien, avec une scène d'arrestation finale toute simple mais visuellement très satisfaisante pour ce qu'il est, un rat. Une histoire d'organisation secrète qui aurait facilement pu tourner à la blague comme chez la concurrence, mais qui ici s'en sort en lui ajoutant des enjeux semi-gouvernementaux, apportant ainsi un brin de politique à l'intrigue, sans en faire trop. De manière plus légère, le film nous offre aussi les petites touches de tendresse habituelles qui font du bien, comme la déclaration d'amitié de Benji, très touchante. Un mot aussi complètement admiratif pour Rebecca Ferguson, aussi radicale d'élégance qu'envoûtante de férocité, elle est parfaite. Notons aussi la scène avec le Premier ministre où l'on devine avec délectation le tour de magie qui se déroule sous nos yeux. Ce moment est aussi à souligner pour sa construction, exemple d'efficacité. En effet, en une seule scène, et pas si longue que ça, nous avons droit, pour le divertissement à un jeu de dupes savoureux, pour la compréhension du scénario à des révélations essentielles, et enfin une réhabilitation d'Ethan méritée et sans chichi, avant la fin du film, qui permet de laisser le dernier arc respirer et aller droit au but. Citons enfin la scène d'intro dantesque qui a le bon goût de s'arrêter pile au bon moment pour ne pas en faire trop, contrairement à une autre. Et c'est là le seul point du film sur lequel j'aurais à redire, de la scène du Maroc. Premièrement, le segment de la salle sous-marine qui se joue beaucoup trop à la chance. Chance de tomber sur la bonne carte, chance de résister aussi longtemps sous l'eau alors qu'Ethan n'a plus d'oxygène, et enfin chance qu'Ilsa débarque pile au bon moment et un peu d'on ne sait où pour le sauver. Alors au début, on peut avoir une note d'espoir en voyant que le film prend en compte l'ébranlement d'Ethan qui à son réveil est complètement hagard et déphasé. Le souci étant que malgré cela, dans les faits, Ethan joue encore beaucoup de chance une fois au volant de sa voiture. Puis on se dit que c'est terminé lorsque la voiture fait un énorme tonneau, mais non, là aussi beaucoup de chance, rien de cassé, miracle. Bon allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Ah bah non, il repart quasiment aussitôt à dos de moto pour poursuivre Ilsa. Alors certes, il ne parvient pas à ses fins au terme de cette séquence, mais quand même, on a tendance ici à retomber dans la suriconisation du héros qui le rend beaucoup trop hors sol pour qu'on s'inquiète vraiment de sa personne par la suite. Bref, hormis mes chipotages avec ce passage qui peut faire un peu tiquer, Rogue Nation propose en règle générale, une fois encore depuis le 3e volet, un film de qualité toujours aussi généreux en action et soucieux de ses personnages. Espérons juste que le prochain épisode, celui dont j'ai le moins de souvenirs, je ne l'ai vu qu'une fois au cinéma, ne tombe pas bêtement dans la surenchère sans queue ni tête et sache demeurer à un niveau humain. Allons vérifier ça tout de suite avec donc Mission Impossible Fallout. Waouh. Je devais vraiment être fatigué le jour où je l'ai découvert au cinéma à l'époque, pour avoir gardé si peu de souvenirs de Allez, j'ose le terme qui m'énerve d'habitude, cette masterclass. C'est comme si Tom Cruise s'était réveillé un matin et avait pris la décision, juste comme ça, d'arrêter de jouer à faire des bons films et de sauter à pieds joints dans la cour des chefs-d'œuvre. Non pas que les autres films soient des blagues à côté, pas du tout, mais ce Fallout est un bijou de maîtrise et de maturité. Un moment rare de grand spectacle où chaque décision semble la bonne et nous est délivrée avec une parfaite lucidité. Je dirais même, et peut-être est-ce en partie dû à une OST envoûtante mais quasiment copiée sur celle de Zimmer, qu'on se croirait presque revenu à l'époque de The Dark Knight. Tout est pensé pour nous évoquer le grand, le beau, l'inaccessible, l'impossible,
Le film enchaîne les ambiances travaillées, les plans grandioses pour nous en mettre plein la vue. Un travail somptueux sur les lumières et des variations de musique juste quand il faut pour accompagner exactement comme il se doit chaque scène, chaque geste, chaque regard. C'est aussi l'importance donnée à chaque segment et son décor qui permet vraiment de s'immerger dans le récit et d'avoir cette sensation, plus encore que dans les autres films, d'enchaîner des aventures qui chaque fois vont un peu plus loin et surtout qui comptent chacune d'entre elles. L'introduction avec le bon vieux coup du décor factice, la valse brutale de la scène des toilettes, la stratégie pour piéger Walker où on ne voit rien venir, ou encore le final sidérant de tension avec tous les personnages réunis au même endroit dans une dernière course chronométrée contre un désastre à venir. Et puis bien sûr il y a tout l'arc à Paris, qui en plus de proposer de l'action de haute volée, ose aborder frontalement le souvenir des attentats. Et plutôt que d'esquiver le sujet et d'édulcorer le propos pour ne pas raviver la douleur, Fallout choisit de nous traiter comme des grands, de nous y confronter, froidement, cruellement, mais de manière magnifiquement respectueuse, clôturant ce cri de solidarité avec un « Je suis désolé » de Tom Cruise en français, dévastateur, qui achève de faire couler les larmes au terme d'une scène éprouvante qui déjà nouait la gorge comme un étau. Et comme le film a parfaitement conscience de ce qu'il raconte et de ce qu'il veut nous transmettre, cette ambition cathartique est confirmée dans les derniers instants avec les très beaux adieux de Julia. Comme cela a été montré à la fin de Protocole Fantôme, ici pas de mélo gnangnan. Les personnages sont matures et apprennent de leurs épreuves. Julia ne pleure pas sur son sort et ne se voile pas la face sur la situation, elle a intégré des leçons au contact d'Ethan et en est ressortie plus forte, laissant le passé là où il est et tournant son regard vers l'avenir. Car c'est là le seul moyen d'avancer dans la vie et d'atteindre l'épanouissement. S'accomplir soi-même. Julia en soignant des malades à travers le monde, Ethan en sauvant des vies mises en danger par des terroristes. Certes, ils ne sont plus ensemble physiquement, mais ils le sont dans leur engagement, leur combat, leur quête, et surtout, ils le sont avec eux-mêmes, forts par eux-mêmes, et ainsi invincibles. Bref, inutile de tourner autour du pot, ce film me fait perdre mes mots ou trop en trouver. Mise en scène, musique, action, tendresse, tout. J'ai tout adoré. Franchement, un grand bravo, c'était génial. Et en tant que Française, si jamais un jour un membre de l'équipe passait par là, juste un grand merci. Voilà donc pour ce retour sur la saga Mission Impossible. Et pour avoir déjà fait plusieurs retours sur des sagas depuis le début d'année, je dois dire que c'est sans hésiter celui que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Hormis le second volet, les Missions Impossibles sont de très bons films, qui proposent à peu près tout ce que les autres blockbusters insultants de bêtises ne font pas. Ces films sont cool, touchants, grandioses, drôles, attachants, respectueux envers eux-mêmes et envers ceux qui prennent le temps de les regarder. Et au sortir de l'ultime redécouverte de cette rétrospective, j'ose le dire, à mon sens, Fallout dépasse à peu près tout ce que la licence concurrente a essayé d'instaurer avec l'arc Daniel Craig, qui s'est juste avéré ultra bancal. Bref, ces films, sans être exempts de défauts, ont beaucoup trop d'amour à partager pour qu'on se refuse à y goûter un peu. Mission Impossible est donc une très belle licence, et ma mission désormais, que je vais accepter, sera d'aller découvrir la première partie de Dead Reckoning début juillet, le cœur bien accroché et un sourire grand comme ça. J'ai trop hâte. Allez, plus qu'un petit mot à tenir et on en reparle. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut! Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt.